peu compliqué. Ah bah là, c'est beaucoup mieux. Bon, et moi, j'y vois à peu près, donc ça va. Bon. Donc, vous voyez qu'effectivement, beaucoup d'enjeux autour de ce vieux pont et de son avenir. Puisque, donc, alors, je démarre en 1860 parce que jusque-là, on avait plus ou moins pensé à le refaire, mais on avait procédé par petites améliorations successives, voilà, des petits travaux assez économiques. Bon. Mais à partir des années 1860, il y a en fait 3 choix possibles qui se posent sur l'avenir de ce pont. Soit continuer des réparations, soit la solution la plus radicale, le démolir et en reconstruire un autre, soit encore une solution qui va être âprement débattue par la suite, qui est de conserver le vieux pont et de le doubler par un pont moderne, un peu plus en aval. Voilà. Donc, des débats entre ces 3 solutions qui se déroulent jusqu'aux années 1950, où là, bon, désolé, je brise le suspense, le vieux pont est finalement démoli et donne lieu à un pont tout à fait moderne et sans grand-chose à voir avec celui-là. Donc, on va présenter, pour bien comprendre ce conflit, déjà les forces en présence et leurs intérêts. Puis, on verra que ces débats se traduisent dans un certain nombre de projets, voilà, plus ou moins fantaisistes de nouveaux ponts. Et puis, on explorera un petit peu les enjeux cachés, finalement, de ce conflit entre patrimoine et circulation. Donc, on va déjà un peu poser les bases des intérêts autour de ce pont. Alors, ce pont, il a quand même un potentiel assez fort en termes de conflit d'usage, ne serait-ce que par sa localisation, puisqu'il relie la presqu'île, le cœur de la ville de Lyon, avec des quartiers populaires en expansion considérable au XIXe siècle, que sont les quartiers de la Guillotière et puis de la préfecture. Voilà. Donc, des liens entre 2 quartiers importants, un axe structurant dans la ville pour passer d'est en ouest, et en plus, il fait un trait d'union entre 2 rues qui sont très larges à cette époque-là, qui sont donc d'un côté la rue de la Barre, qui fait à peu près 20 mètres de large, et de l'autre côté le cours Gambetta, entre 20 et 40 mètres de large. Donc, en 1860, des rues de cette largeur, bon, voilà, toutes les rues de Lyon n'ont pas cette largeur-là. Donc, une fonction de circulation finalement très importante. Bon, le problème, c'est que ce pont, lui, n'est pas large du tout. Il fait en tout 10,90 m de large, dont seulement 6,90 m consacrés aux chaussées et 2 mètres de trottoir de chaque côté. Bon, donc, ça fait une sorte de goulot d'étranglement entre 2 grands axes majeurs de la ville. S'ajoute à cela le fait que ce pont a une assez forte pente. Bon, on ne le voit pas forcément trop sur cette image, mais les chevaux tirant les tramways, eux, sentaient parfaitement la pente. Donc, ça fait une difficulté supplémentaire par rapport au pont d'aujourd'hui, qui est beaucoup moins pentu. Et il y a énormément de circulations différentes sur ce pont. Des véhicules divers et variés, des piétons évidemment, et puis au moins 3 lignes de tramway qui circulent sur cette même infrastructure, voilà, pas très large et pentue. Bon. Donc, vous vous en doutez, les encombrements sont extrêmement fréquents et ça pose problème quasiment à tout le monde. Ça devient d'ailleurs quasiment un lieu commun des encombrements lyonnais, ce pont de la Guillotière, comme le montre là l'œuvre de Nicolas Sicard, qui est exposée actuellement au musée des Beaux-Arts de Lyon. Voilà. Il a particulièrement représenté là l'entrée du pont par la rue de la Barre. Donc, la question de la modernisation de ce pont et particulièrement de son élargissement se pose en fait à de nombreuses reprises et dès le milieu du XIXe siècle, alors qu'on est dans un contexte où les rues lyonnaises connaissent des transformations importantes. Donc finalement, ça aurait été assez logique que le pont soit remplacé très rapidement à la fin du XIXe siècle. Mais sa modernisation est considérablement ralentie et c'est en grande partie le fait de jeux de pouvoir entre différents acteurs. Alors d'une part, l'État donc, gère ce pont à travers 2 services, les ponts et chaussées, la navigation,
Et également, un autre acteur étatique qui a son mot à dire là-dedans, c'est les autorités militaires. Puisque ce pont a été très longtemps, jusqu'aux années 1950 en fait, le seul point de passage pour les convois militaires lourds. Voilà. Donc l'autorité militaire avait son mot à dire aussi sur les transformations du pont. Donc ces acteurs-là ont essentiellement des préoccupations de circulation et des préoccupations techniques. Et puis d'un autre côté, on a la ville de Lyon, avec son service de voirie municipale qui assure l'entretien du pont. C'est un accord tacite avec le service des ponts et chaussées pour que l'entretien soit fait au mieux. Et puis qui a évidemment intérêt à ce qu'on circule bien entre deux quartiers centraux de la ville. Le problème, c'est que ces services, les services de l'État, les services de la ville, n'ont pas les ressources budgétaires suffisantes pour financer le pont à elle seule. Autrement dit, on va avoir un petit jeu de demande de financement entre la ville et l'État pendant un certain nombre d'années. Le problème aussi, c'est que du côté de la ville, tout le monde n'est pas d'accord. C'est au conseil municipal qu'émergent les premiers débats sur la question du patrimoine, avec certains conseillers qui n'auraient aucun scrupule à raser le vieux pont, et d'autres qui, au contraire, voudraient le conserver, et notamment voudraient le classer monument historique pour être sûr qu'il soit conservé. Bon. Donc, ça complexifie encore les choses. S'ajoute à cela d'autres acteurs un petit peu plus discrets, mais pas moins importants, notamment la compagnie de transport Omnibus et Tramway de Lyon, qui, elle, aurait tout intérêt à ce que le pont soit maintenu pour lui éviter des coûts de remplacement des rails et de remplacement des fils aériens de tramway. Donc eux, ils ont des intérêts économiques dans l'affaire. On a également des groupements locaux, des associations de quartier qui s'expriment bien souvent par l'intermédiaire d'un conseiller municipal. Et puis d'autres acteurs un petit peu plus isolés, dont on reparlera tout à l'heure, qui déplorent le manque d'attention pour les monuments à Lyon d'une manière plus globale, avec une certaine touche de nostalgie. Bon. Donc, tous ces jeux d'acteurs complexes expliquent en partie les retards dans la modernisation du pont. Bon, il n'y a pas que ça. Il faut voir aussi quand même, quand on regarde la chronologie des projets du pont, il n'a pas eu beaucoup de chance par rapport aux événements politiques des 19e et 20e siècles. Je l'ai dit tout à l'heure, les premiers projets datent des années 1860. Bon, le principe, c'était d'élargir le pont en même temps que la rue de la Barre, pour laquelle un grand projet d'élargissement à 20 mètres est lancé. Bon, les travaux de la rue de la Barre, finalement, sont terminés en 1870. Bon, problème, en 1870, on est en situation de guerre, donc les travaux du pont sont ajournés. Après cette guerre, c'est plutôt une période de disette. Défaillance de micro. Bon, les batteries de micro, Donc, dans les années 1870-1880, vu l'état des budgets municipaux, construire un pont, c'est totalement hors de propos avec les disponibilités budgétaires. Donc, on ajourne. L'économie reprend à partir des années 1880, puis du début des années 1900. Donc, un nouveau projet de pont est envisagé. Voilà, et une décision ministérielle en 1914 autorise un projet de modernisation du pont en l'élargissant à 30 mètres. Bon, seulement en 1914, il se passe encore un autre événement qui va retarder nos travaux de reconstruction du pont. Année 1920-1930, de même, il faut attendre un petit peu la reprise économique pour que de nouveaux projets, de nouveaux ponts soient établis. On en verra quelques illustrations tout à l'heure. Mais là, on a une opposition entre la municipalité qui veut garder l'ancien pont et le doubler par un autre, et les ingénieurs des ponts et chaussées qui veulent tout simplement démolir le pont, le reconstruire. La ville essaye de temporiser en demandant un classement au monument historique, une affaire qui dure de 1936 jusqu'à 1939. Bon, et là, vous me voyez venir de loin. En 1939, la décision tombe de refus de classement du pont au monument historique. Mais évidemment,
pas question d'entamer les travaux de reconstruction tout de suite. Et ce pont a encore moins de chance pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est en partie détruit, de même d'ailleurs que tous les ponts de Lyon que les Allemands font sauter lors de leur retraite, voilà, pour essayer de couper la route aux Alliés arrivant. Donc bon, voilà, notre vieux pont de la Guillotière n'échappe pas à cette démolition. On voit ici donc sur cette photo d'une série spécifique sur la reconstruction des ponts de Lyon que donc les Allemands ont fait sauter l'arche centrale et que voilà, on a une petite passerelle de fortune qui a été aménagée pour les circulations, mais évidemment, on a bien conscience que ça ne va pas tenir très très longtemps. D'où, du coup, une décision définitive de démolition qui est prise le 17 mars 1951 par le ministre des Travaux publics. Voilà. Donc, 90 ans là, de débats, d'événements imprévus, etc. Et du coup, de conflits d'usage qui font qu'on a une inertie considérable, finalement, des travaux. Voilà. Et ça nous amène aussi à voir que ces 90-100 ans de débat ont été aussi assez fertiles en termes de projets architecturaux. Voilà, on va voir qu'ils sont extrêmement variés et marqueurs de leur époque. Bon, des projets quand même plus ou moins réalistes, on le verra. Parce que du coup, pour construire un pont, l'essentiel, c'est surtout des critères techniques, finalement. Des questions de matériaux, de dimensionnement en termes de largeur selon les contraintes du trafic, des questions de hauteur des arches pour les histoires de navigation. Bon, donc, en général, voilà, un pont, c'est une affaire de technicien. Ici, c'est assez particulier, finalement. On va voir que les nombreux projets qui concernent le pont de la Guillotière prennent assez fortement en compte la dimension historique, ou du moins une dimension esthétique, ce qui montre quand même que ce pont a une certaine force symbolique dans Lyon. On a un exemple ici avec le début d'un dossier monté par l'ingénieur du service ordinaire des ponts et chaussées chargé de la reconstruction des ponts de Lyon. Bon, on voit que notre ingénieur des ponts, là, il s'est fait plaisir quand il a fait son dossier, voilà, avec une belle écriture gothique, et il a quand même dû passer un certain temps à essayer de retracer toutes les différentes étapes de construction du pont. Alors, c'est pas tellement réaliste, on verra un petit peu plus tard pourquoi, mais c'est quand même un effort particulier de la part d'un ingénieur censé raisonner normalement uniquement en technicien. Voilà. Donc, on va retracer assez rapidement la chronologie de ces projets et leurs enjeux. Alors, sur les premiers projets 1860-65, on n'a pas beaucoup d'images et de plans précis, mais on a des descriptions dans les projets suivants. Voilà. Le premier projet de reconstruction des années 1860, il a deux buts. Le premier, c'est l'amélioration de la navigation, et le deuxième, l'amélioration de la circulation. Donc là, le but, en gros, c'était un élargissement à 20 mètres, 12 mètres de chaussée, ce qui double la chaussée du vieux pont quand même. Et puis, surtout, une réduction de la pente, là, pour faciliter la circulation. Bon, ça, c'est le premier projet. Un autre projet donc, est relancé dans les années 1880. C'est l'État qui le relance, qui demande à la ville son autorisation. Et puis, alors, ça se perd dans les dossiers municipaux. La ville met 20 ans à répondre. Bon, étonnant. Et donc, en 1903, ils sont drôles quand même, la ville de Lyon donne son accord de principe sur le cofinancement de ce nouveau pont. Mais la municipalité pose des conditions pour une meilleure intégration paysagère. Les conditions, essentiellement, c'est le refus de tout pont métallique. On veut un pont en pierre, notamment pour faire l'harmonie avec l'Hôtel-Dieu, pour la perspective monumentale classique avec le pont, l'Hôtel-Dieu et la basilique de Fourvière en arrière-plan. Et puis la ville ajoute une autre condition, là, bon, on sent qu'ils sont un petit peu facétieux, c'est la nécessité d'élargir ce pont à 22 mètres et pas 20. Donc du coup, ça oblige nos pauvres ingénieurs des ponts et chaussées à tout refaire. Bon. Du coup, le ministre des Travaux publics écrit que l'État ne pourra pas contribuer financièrement avant 1909-1910.
Bon, donc on attend encore un petit peu. Voilà. Un nouveau projet est fait par les ingénieurs des ponts qui essayent du coup de prendre en compte cette nécessité d'intégration. Voilà, ils prévoient un pont en pierre avec un aspect, ce qui est dit dans un rapport, mieux en harmonie avec l'ouvrage qu'il est destiné à remplacer. Bon, la notion d'harmonie avec quelque chose qu'on va détruire, j'ai un petit peu du mal, mais admettons. Bon. De même, après la Première Guerre mondiale, tous les projets de ponts qui vont être proposés présentent quand même une remarquable volonté de s'intégrer déjà avec les monuments qu'il y a autour et puis de rappeler les caractères historiques du vieux pont. C'est le cas donc de ce premier projet qui est en haut de l'ingénieur de la voirie municipale Camille Chalumeau. Voilà, lui, ce qu'il propose, c'est donc un projet de doublement du vieux pont, qui est là côté nord, par un pont moderne en X, avec un magnifique rond-point au milieu. Voilà, c'est le top de la mode dans les années 1910-1920. Et selon lui, donc, ça permet d'éviter la démolition et de favoriser la circulation. L'idée, c'était de réserver l'ancien pont aux piétons et le nouveau pont aux moyens de transport modernes, circulation hippomobile et surtout automobile. Et alors, Chalumeau argumente avec un côté assez rationnel de l'ingénieur, justement. Il reprend le vocabulaire typique ingénieur des ponts, même s'il est issu, lui, de l'école centrale lyonnaise. Il explique que cette solution-là, finalement, n'est pas plus coûteuse que de démolir et de reconstruire le pont. Voilà, il fait ses calculs, très bien. Et puis, il apporte son petit plus en expliquant que cette solution-là permet la continuité pendant les travaux. C'est-à-dire que du coup, il n'y aura pas besoin de construire un pont provisoire pour la circulation le temps des travaux du nouveau pont. Très pratique. Et puis, il explique aussi que pas de problème pour l'esthétique, puisque de ce nouveau pont, on pourra admirer l'ancien depuis le centre. Alors, on voit assez bien les gens passer en voiture et puis faire des tours de rond-point pour admirer le pont ancien. Bon. Pourquoi pas. Les Lyonnais sont relativement sensibles à cette solution. On voit de nombreux articles dans Le Progrès qui font la promotion de la solution de Chalumeau. Bon, Le Progrès est, c'est vrai, assez connu pour ne pas trop critiquer la municipalité. Par contre, les ingénieurs Pont et Chaussée, pas du tout. Eux, cette solution-là, ils ne veulent pas en entendre parler et ils mettent leur veto au financement par l'État. Ce qui explique que ce projet de doublement du pont ne sera finalement jamais réalisé. Mais le côté de prise en compte du caractère historique du vieux pont inspire d'autres projets qui sont transmis à la municipalité, toujours dans cette même période des années 20-30. Et c'est l'exemple du deuxième projet que j'ai mis ici, d'un ingénieur qui s'appelle Delaval. Et alors lui, bon, on sent qu'il veut un petit peu tout faire au même endroit, c'est-à-dire à la fois faire un pont à la pointe de la modernité, voilà, bien plat, avec une double voie de tramway au milieu et la place quand même pour faire passer des automobiles. Et puis en même temps, garder 3 arches du vieux pont et reconstruire une tour, ce qu'il appelle donc dans l'argumentation de son projet une reconstitution à l'état médiéval. Bon, a priori, la tour du pont de la Guillotière n'a jamais ressemblé à ça, mais bon, c'est pas grave, ça fait joli, ça fait médiéval, voilà, c'est l'argumentation de son projet. Et là encore, le principe, c'était, on le voit là sur les piles du pont, d'établir des belvédères pour qu'on puisse admirer ce vieux pont médiéval reconstitué à partir du pont moderne. Voilà. On a également en 1930 un autre projet de pont-garage, c'est le nom qui est donné par son architecte, où là, donc, il garde le principe finalement de double pont de l'ingénieur Chalumeau, simplement il inverse. Lui, il voudrait réserver l'ancien pont aux automobiles, avec, alors on suppose que s'il appelle ça un pont-garage, c'est qu'il a peut-être prévu du stationnement dessus, et puis faire un nouveau pont, pareil, à 200 mètres en aval, donnant sur la place Antonin-Poncet, pour les piétons et les chevaux. Bon. En termes de solidité, pas sûr que ça ait bien marché. De toute façon, on ne le saura pas, vu que ce projet-là non plus n'a jamais été réalisé. Voilà. Bon. Ces projets municipaux ou paramunicipaux sont enterrés après la Seconde Guerre mondiale, puisque du coup, le pont ayant été fragilisé par son dynamitage par les Allemands,
c'est là les ingénieurs des ponts et chaussées qui reprennent la main et qui font leur propre projet. Mais eux aussi prennent en compte le caractère historique. Là, sur ce dossier, vraiment, l'ingénieur en question, on voit qu'il avait une sensibilité historique particulière. Euh, si vous recroisez un jour un dossier provenant du service des ponts et chaussées présenté comme ça, vous me le dites parce que c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Bon. Donc, il fait tout son dossier comme ça, en caractère gothique. Ça fait un petit peu fantaisie, mais bon, voilà, ça fait historique. Gothique français, je précise, hein, pas de mauvais goût non plus de la part de cet ingénieur. Et puis, il commence son dossier, donc ça c'est inédit aussi, par donc, cet état historique du pont depuis ses origines. Et puis ensuite, il fait un dossier relativement classique avec des croquis du pont, des vues en coupe des piles, etc., des vues techniques. Et suit également dans ce dossier une série de photos montrant les inquiétudes du point de vue de la sécurité. Donc c'est bien l'enjeu là de reconstruction du pont, c'est un enjeu finalement de solidité pour éviter de compromettre la sécurité des circulations. Et puis un autre dossier photo qui montre les problèmes de circulation sur le pont, à l'entrée du pont et à la sortie. Enfin, plus logiquement aux deux entrées du pont. Bon, donc, dans ses propositions, cet ingénieur, donc André Mogaray, met en garde contre l'urgence de la démolition et il met en garde également contre les affouillements, c'est-à-dire le creusement des fondations par les remous de l'eau. En gros, il nous dit, bon, faites attention, ce pont-là, il est quand même pas très solide, mais il veut proposer un pont monumental. Voilà, c'est-à-dire pas un pont ordinaire de ce qui se fait selon la mode de l'époque. Il veut vraiment quelque chose de monumental. Et on voit ça dans les différentes variantes qu'il propose en janvier 1952. Ouais. De loin, c'est pas forcément évident, mais on distingue à peu près le profil des ponts. Ces variantes, finalement, pour un pont totalement nouveau, empruntent beaucoup au pont ancien. C'est notamment le cas de la première et de la dernière, qui reprennent le profil des arches, relativement arrondies. Et puis la dernière, bon, il nous fait le coup encore d'ajouter une petite tour aspect médiéval. Bon, je pense que c'était un petit peu la dernière pour le fun, vous voyez. Mais au final, dans ces 5 propositions, on n'en a qu'une qui marque réellement une rupture par rapport à l'ancien pont. C'est la deuxième, ici. Voilà. Donc, il veut vraiment rappeler le côté historique. Et puis, lui aussi, comme la municipalité lyonnaise des années 1910, refuse la solution du pont en métal, il exige un pont en pierre. Parce que c'est monumental et parce que ça fait le parallèle avec l'Hôtel-Dieu. Et il aimerait bien aussi des piles de pont qui rappellent le pont historique. Voilà. Donc, il prend en compte à la fois les aspects esthétiques et la cohérence des matériaux. Bon. La municipalité, dans l'histoire, n'a pas grand-chose à dire, étant donné qu'elle n'a pas pu s'opposer à la démolition du pont. Et puis voilà, les ingénieurs des ponts et chaussées ont pris la main sur les projets, donc pas grand-chose à dire, d'autant que le financement du nouveau pont est assuré par un fonds national, le Fonds spécial d'investissement routier, qui est destiné en gros aux autoroutes et aux grandes voies nationales. Le pont de la Guillotière étant route nationale 6, pas de problème pour bénéficier des fonds. Bon, donc on pourrait se dire c'est un projet complètement étatique, bon, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils veillent quand même, les services des ponts et chaussées, à ménager un petit peu les susceptibilités locales. Et c'est toujours cet ingénieur, Mogaray, qui conseille au service des ponts et chaussées de prendre comme architecte un architecte lyonnais, qui est Pierre Bourdet, qui est à l'époque chef d'atelier à l'école régionale d'architecture. Et il conseille de prendre cet architecte lyonnais au lieu de l'architecte parisien, l'architecte en chef des bâtiments civils, qui devait normalement mettre en œuvre le pont. Et puis l'État donne aussi de l'argent pour faire une maquette du pont ancien destinée à être exposée au musée Gadagne. Voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui elle y est toujours. Ça fait partie des mystères, mais en tout cas, l'argent a été versé pour faire une maquette de ce vieux pont, pour en garder une trace en quelque sorte. Voilà. Du coup, tous ces choix sont arrêtés définitivement en 1952. La démolition commence le 6 octobre 1952, après quand même qu'on ait construit un pont provisoire. Hein, on ne laisse pas non plus la ville complètement sans pont. Voilà.
Et puis, les concepteurs du pont veillent à présenter leur projet de nouveau pont dans toutes les commissions et les collectivités locales qui pourraient être concernées. Donc, ils le présentent à la commission des sites, au conseil municipal de Lyon et également au service des monuments historiques. Voilà. On ne sait jamais. En gros, on veut pas de conflit là-dessus. Bon. Le problème, c'est que du conflit, il y en a toujours. Et là, en l'occurrence, c'est un conflit interne au service des ponts et chaussées. Parce que notre ingénieur Mogaraï, avec sa sensibilité historique, c'est pas très apprécié à échelle nationale. Et c'est ce que montre un rapport ici de l'ingénieur en chef du service central d'études techniques au ministère des Travaux publics. Il explique, il fait une critique des conceptions donc, de cet ingénieur lyonnais, en critiquant notamment la recherche du tour de force technique pour lui-même. Sous-entendu, bon, l'histoire de faire un pont monumental à cet endroit-là, ça sert absolument à rien. Et il fait des critiques également sur les aspects techniques, notamment sur le rejet du métal au profit de la pierre. Là, notre ingénieur en chef, il dit que le métal, c'est que les histoires de métal, au final, ça irait très bien. Et il renvoie notre ingénieur Mogaraï un petit peu à ses études en expliquant que les avantages du métal, pour les avantages du métal, il explique la réponse se trouve dans les cours de l'École nationale des ponts et chaussées, dont n'est pas issu l'ingénieur Mogaraï, qui n'est que, excusez du peu, ingénieur des travaux publics de l'État. Donc là, il y a une sorte un petit peu de mépris de classe de l'ingénieur des ponts et chaussées vis-à-vis de celui des TPE, qui est un petit peu plus bas dans la hiérarchie. Et puis, bon, il explique que finalement, l'histoire du métal, c'est pas un problème, dans le sens où l'ingénieur Mogaraï a déjà réalisé 2 ponts métalliques à Lyon, mais sur la Saône. Voilà. Donc, en gros, il démonte complètement les projets de l'ingénieur Mogaraï, et notamment pour des raisons budgétaires et des raisons de délai. Mogaraï avait un petit peu anticipé ses critiques sur la solution de la pierre. Évidemment, la pierre, ça coûte plus cher que le métal. Et il avait proposé une sorte de compromis. Finalement, il avait proposé de lancer un concours pour un pont en béton. Voilà. Pont en béton, ça laissait, on va dire, un petit peu plus de souplesse pour l'habiller en parement de pierre, par exemple. Bon. C'est refusé par les ingénieurs du service central d'études techniques pour des raisons de budget. Allez, ça coûte plus cher que le métal. Et puis aussi pour des raisons un petit peu patriotiques. L'ingénieur, là, dans ce rapport, explique que le béton, ok, c'est bien sympa, mais que les ingénieurs français ont du retard sur les ingénieurs allemands, et que donc, si on lançait un concours, il y avait toutes les chances que des ingénieurs allemands le remportent. Et ça, bon, en 1954, pour ces ingénieurs-là, c'était un petit peu dur à avaler. Voyez. Donc, au final, le pont sera en métal. L'ingénieur Mogaraï est désavoué par ses supérieurs, et du coup, il est écarté de l'opération de la reconstruction du pont de la Guillotière. Voilà. Et c'est ce conflit interne au pont et chaussée, je pense, qui explique en grande partie la longue durée entre la décision, entre la démolition donc, qui est opérée en 1952 et l'inauguration du nouveau pont qui se fait en 1958. 6 ans pour construire un pont, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Voilà. Au final, donc, cette esquisse de ce qu'est le nouveau pont qu'on peut voir aujourd'hui montre finalement une rupture avec l'ancien, dans le sens où c'est un pont métallique, de seulement 3 arches alors que l'autre en avait 9, et qui ne fait aucun rappel de la pierre ou d'un quelconque état ancien. Voilà. Seulement, il est plus pratique pour la circulation parce que lui, il fait 30 mètres de large, dont 21 mètres de chaussée. Donc voilà, très bien, tout le monde a de la place pour circuler. Les ingénieurs de la Société centrale d'études techniques qui ont conçu ce pont essayent un petit peu de se rattraper en expliquant que ce pont n'est pas ordinaire. Non, 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 puisqu'il a la plus grande portée réalisée pour un pont métallique à poutres sous chaussée en France. Bon, alors déjà, allez comprendre les subtilités techniques, pas forcément accessibles en dehors du cercle des ingénieurs. Et puis bon,
ces spécificités techniques, au final, ne sont exceptionnelles que pour la France. Et en Allemagne, on arrive à faire des ponts beaucoup plus longs en métal. Donc finalement, le nouveau pont n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Bon, et si ce pont ne rappelle absolument pas l'ancien, les débats quand même entre ancien pont, nouveau pont, patrimoine, circulation, ont été relativement rudes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce troisième temps, c'est d'essayer de décrypter un petit peu ce qu'il y a derrière cette opposition patrimoine-circulation. Voilà. D'où le titre, je me suis un petit peu amusé, à la recherche du temps perdu, qui fait à la fois référence au temps perdu dans les embouteillages que le nouveau pont est censé combler, et à la fois au temps perdu du côté nostalgique du plus vieux pont de Lyon. Voilà. Ce qu'on va voir, c'est que les questions de patrimoine, en fait, sont assez souvent instrumentalisées dans les discours au service de tel ou tel projet. Parce que finalement, ces arguments patrimoniaux sont assez ambigus. L'ingénieur de la voirie Camille Chalumeau disait dans les années 1930 que c'est un monument ancien qui fait corps avec l'histoire de Lyon et qui donc, dont la conservation s'imposerait comme une évidence. Bon. Le problème, c'est que c'est assez difficile finalement de faire de ce vieux pont un objet d'histoire à valoriser. Déjà parce qu'on sait qu'il est vieux, ça, pas de problème, on le sait, mais on ne sait pas précisément de quand il date. On a une date, alors d'après la littérature, il aurait été commencé en 1183 et il aurait été terminé au début du XIVe siècle. Bon, mais alors ça reste avec des points d'interrogation. Jusqu'aux années 60, voire même après, on n'a pas vraiment de preuves tangibles du caractère, enfin, de la datation précise de ce pont. Et le problème, c'est qu'on sait encore moins à quoi il ressemble, puisqu'on connaît principalement le vieux pont par des plans municipaux et des illustrations plus ou moins fidèles à partir du XVIe siècle. Là, on a un extrait ici d'un plan municipal de 1876. Bon, un petit peu fantaisiste au niveau du dessin. Et puis, on connaît également ce pont par la littérature et par des récits, notamment les récits de voyage du pape à Lyon ou d'entrée royale à Lyon. Mais le pont est décrit assez sommairement, finalement. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments précis sur son aspect et sa datation. Finalement, sa démolition, dans les années 1950, permet d'en savoir un petit peu plus, mais aussi de poser de nouvelles questions. C'est ça qui est drôle. En 1954, pendant la démolition, on découvre des pierres romaines. Et là, c'est Amable Audin, qui est à l'époque responsable du service archéologique de la ville de Lyon, qui s'en occupe, et qui dégage notamment 7 inscriptions antiques qui provenaient de tombeaux romains, dont les pierres en fait, avaient été réutilisées pour le pont au Moyen-Âge. Voilà. Donc là, du coup, ça ouvre une nouvelle page de l'histoire du pont, et ça fait poser finalement encore plus de questions. Là où on a des réponses, c'est en 1984, au moment des travaux du percement des tunnels du métro D. Le tunnelier bute sur les pieux en bois là-dessous qui supportent les piles du pont. Voilà. Bon, à l'époque, le pont est détruit, mais on n'a pas détruit ses fondations pour des raisons de coût et parce que ça ne servait pas à grand-chose. Mais le tunnelier du métro, du coup, bute sur les pieux. Donc, il y a une étude archéologique qui est faite. Voilà, une assez longue fouille archéologique qui a beaucoup retardé les travaux de percement du métro. Et cette étude archéologique a donné lieu à un livre paru en 1991 et disponible aujourd'hui sur Internet, donc bien accessible. Je vous donnerai les références à la fin. Et où là, du coup, on a des hypothèses un petit peu plus précises sur les origines du pont, puisqu'ils ont réussi à dater les pieux de bois. Et en gros, les plus anciennes structures du pont retrouvées dateraient des années 1340-1380. C'est pas super précis non plus, mais on a quand même une petite fourchette chronologique à peu près correcte, on va dire. Ce qui permet aux archéologues de proposer des reconstitutions de ce qu'a pu être le pont. Ici, donc, une des reconstitutions du XIVe siècle. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus précis. Mais évidemment, au moment des débats sur la reconstruction du pont, jusqu'aux années 60, on n'en sait pas grand-chose. On assimile systématiquement ce pont au Moyen-Âge, alors que finalement, à part ces piles,
et ses fondations, on a assez peu d'éléments qui s'y rattachent, puisque on a eu de multiples travaux de réaménagement, de consolidation. Il y a eu des campagnes de ciment, d'ajout de ciment sur les côtés, d'élargissement des trottoirs, etc. Donc, du coup, pour l'unité architecturale du pont du Moyen-Âge, c'est fichu. Et c'est assez drôle parce que beaucoup d'acteurs reconnaissent le manque d'intérêt proprement historique du pont. C'est le cas, par exemple, au conseil municipal de Lyon, le 15 décembre 1903, où un conseiller dit du pont qu'il ne subsiste que la partie la moins intéressante. Bon, c'est un petit peu embêtant quand on veut le conserver quand même. Et d'ailleurs, c'est le principal argument qui est utilisé par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la démolition. C'est en gros de dire ça ne sert à rien de conserver quelque chose qui n'a aucun intérêt, ni historique, ni architectural. Bon, en fait, quand on se penche sur les débats et sur la littérature aussi sur la question, on voit que la valeur patrimoniale du pont, c'est davantage une question de mémoire que d'histoire. Ce pont, on en fait un objet d'histoire pour ce qu'il représente et pas forcément pour le monument en lui-même. Voilà. Dans les discours sur le caractère patrimonial du pont, on a un ouvrage qui est systématiquement personnifié, voilà, qui est décrit comme fatigué, qui est décrit comme, comparé dans un article comme un chien enragé qu'il faudrait abattre. Bon, là, c'est un article un point de vue de partisan de la démolition, vous vous en doutez. Voilà. Donc, un ouvrage décrit comme pittoresque, voilà, un peu comme une vieille ruine du 19e siècle, qui ne servirait pas à grand-chose, mais qu'on aime bien admirer quand même. Voilà. Donc, on a des arguments, d'une certaine manière, un petit peu sentimentaux, à l'opposé du caractère rationnel des arguments des ingénieurs. Voilà. Et finalement, ces caractéristiques architecturales sont assez peu mises en valeur. Donc, on a des arguments en fait beaucoup plus mémoriels qu'historiques. Ce qui nous amène à nous poser la question de l'instrumentalisation de ces questions patrimoniales. Bon, au final, le patrimoine, il apparaît toujours plus ou moins dans les discours, mais de manière variable en fonction des oppositions politiques, de ces nombreux jeux de pouvoir autour de ce pont. Bon. Dans les premiers temps, de 1860 jusqu'aux années 1910, il y a un consensus relatif en faveur de la solution démolition-reconstruction. Donc là, les histoires du patrimoine, on n'en parle pas tellement, mis à part pour dire que le pont reconstruit devra être aussi monumental que l'ancien. Donc là, on retient le côté monument et on retient le côté symbolique de pont important de Lyon. Bon, là où ça se corse, c'est dans les années 1930, comme on le voit ici, avec l'affaire du classement du pont au monument historique. Là, en fait, c'est une sorte de stratégie trouvée par les Lyonnais, qui est de faire classer le vieux pont dans les monuments historiques pour éviter qu'il soit démoli par les ponts et chaussées. À l'origine, d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est un représentant de l'État qui propose la solution, en l'occurrence le préfet Émile Bollard, qui écrit au maire de Lyon, Édouard Herriot, bon, ils sont bien copains à l'époque, pour dire, tiens, si tu veux sauver ton pont, il y a la solution des monuments historiques. Il explique donc que ce pont, il définit ce pont, il dit « Ce pont dont l'existence chère au cœur des Lyonnais est depuis de longs siècles lié à l'histoire de leur ville. » Donc là encore, on retrouve des arguments plus de l'ordre de la mémoire que vraiment du patrimoine architectural. D'ailleurs, Bollard avoue volontiers dans la suite de sa lettre que ce pont a été défiguré par les travaux successifs. Et voilà, il a compris d'une certaine manière que les enjeux autour de ce pont sont beaucoup plus symboliques que architecturaux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans cette période où donc on demande, le conseil municipal de Lyon demande à l'administration des Beaux-Arts que ce pont soit classé monument historique, il n'y a pas vraiment de réflexion sur la manière de conserver ce pont. En gros, on demande le classement et puis on verra après ce qu'on en fait. Et quand on regarde les dossiers des archives, il y a un curieux parallélisme entre la demande d'Édouard Herriot de classement au monument historique et puis le projet de pont en X de Camille Chalumeau, son ingénieur de la voirie, qui se précise. Donc, ça nous fait quand même supposer assez probablement que c'est plus une question stratégique de la part d'Édouard Herriot
pour promouvoir la solution municipale et la faire financer par l'État et par les ponts et chaussées. La stratégie, en gros, c'est de dire on fait classer le vieux pont, comme ça on empêche qu'il soit démoli, et on peut faire financer par l'État en partie le projet municipal de pont doublé. Donc, des arguments esthétiques. Alors, le projet municipal est vaguement argumenté en ce qui concerne le vieux pont, où l'ambition serait de revenir à un état antérieur du pont, c'est-à-dire faire quand même quelques travaux sur le vieux pont, mais il n'y a rien de précis qui est donné, et rien de chiffré non plus. Par contre, pour le nouveau pont moderne, pas de problème, il y a tous les chiffres, c'est tout prêt. Bon. Problème, le ministre des Travaux publics met son veto au classement du pont de la Guillotière comme monument historique. Voilà. C'est par une lettre du 16 décembre 1938 où il écrit à son collègue des Beaux-Arts non, c'est pas la peine. Bon, il argumente de manière classique en reprenant les arguments des ingénieurs des ponts et chaussées sur la sécurité du pont. En gros, il ne serait pas assez solide pour qu'il y ait des gens qui continuent à circuler dessus. Il argumente aussi en disant, je ne sais pas si c'est très visible ici, que le classement monument historique serait une mesure qui subordonnerait l'exécution des travaux à des pourparlers entre nos services. Sous-entendu, l'affaire dure déjà depuis 80 ans, on va peut-être éviter de la faire durer davantage. Et puis dernier argument, là l'argument massu, le truc imparable, l'intérêt de la défense nationale. Où là, il explique que le pont de la Guillotière, c'est le seul pont à 80 km à la ronde qui permet de faire traverser le Rhône par des convois militaires. Donc, pas moyen de le faire classer monument historique, ça serait une contrainte trop forte pour d'éventuels travaux d'adaptation aux convois militaires. Bon, donc là, du coup, la question du classement monument historique s'est tranchée. Bon, après-guerre, on n'en parle plus tellement, puisque le pont est fragilisé, la démolition apparaît inéluctable. Voilà, on a quelques actions patrimoniales, donc comme la maquette de l'ancien pont, ou aussi la conservation des pierres anciennes qui comportent des inscriptions latines. Je crois qu'actuellement, elles sont conservées au musée gallo-romain. Mais bon, voilà, les questions patrimoniales, on s'embête pas trop avec. Il y a quand même quelques protestations au début des années 1950, suite à la décision de démolition. Il y a un comité de défense du pont de la Guillotière qui se crée et qui regroupe des acteurs sensibles au patrimoine, notamment Amable Audin, et notamment aussi le docteur Locard, bien connu, qui dirige ce comité de défense. Et puis, bon, du coup, ils écrivent aux différentes instances, aux maires, aux préfets, aux divers ministres, etc. Mais leur action a assez peu de portée, finalement. On leur répond que, oui, ils sont bien gentils avec leurs histoires de patrimoine, mais que quand même, ce pont, il n'est pas solide, il faut le démolir. Bon. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et ce comité de défense du pont de la Guillotière, une fois la démolition décidée, on n'a plus de traces de son action. Donc finalement ici, les questions patrimoniales, elles semblent davantage instrumentalisées pour des projets donnés, des questions finalement de lutte de pouvoir et de lutte entre différentes solutions possibles, que vraiment pour la défense d'un intérêt patrimonial réel. Bon. Un petit rappel historique était censé donc commémorer ce qu'avait été le vieux pont de la Guillotière. C'est ici le projet d'une plaque commémorative qui aurait dû être apposée lors de l'inauguration et qui rappelle qu'en ce lieu, donc, c'est l'emplacement du seul pont sur le Rhône à Lyon jusqu'en 1775. Se sont succédés des arches de bois, puis de pierre, etc. Bon, vous imaginez un peu la taille que devait avoir la plaque et le boulot que le graveur aurait eu pour graver tout ça, surtout. Ce qui explique peut-être d'ailleurs que cette plaque n'est pas visible sur le pont actuel. Donc je me demande en fait si elle a vraiment été réalisée. Et il est fort probable que non. Bon. Donc, simplement quelques petits mots de conclusion pour les éléments qui me semblent assez importants à retenir sur ces débats de pont. C'est que ces débats nous révèlent finalement que le pont de la Guillotière, c'est un monument assez exceptionnel par la force symbolique qu'il a.
le symbole de plus vieux pont de Lyon, de principal point de franchissement sur le Rhône, et puis toutes les histoires qui y sont associées. Et cette force symbolique, elle tient davantage justement au côté historique et ancien que vraiment à ses caractères architecturaux. En fait, ce pont, du moins dans la période-là qu'on vient de voir, c'est une part véritable de l'identité de Lyon. Aujourd'hui, finalement, c'est assez peu mis en avant, ce côté symbolique et part d'identité du pont de la Guillotière. C'est assez peu mis en avant, notamment quand on compare aux imaginaires sur la place du pont, voilà, qui est aujourd'hui place Gabriel-Péri, mais que la plupart des Lyonnais continuent à appeler place du pont, parce qu'on se souvient des traditions à cet endroit. C'est beaucoup moins le cas, me semble-t-il, pour le pont de la Guillotière. Et puis, ce pont, c'est quand même un cas d'école des effets de la complexité administrative et des jeux de pouvoir entre divers services dans l'aménagement urbain. Là, on a quand même 100 ans de débats, d'opposition, de tergiversation, d'histoires budgétaires qui font qu'au final, on arrive 100 ans après à la solution qu'on souhaitait au départ, qui est de démolir le pont et d'en reconstruire un. Et dans l'histoire, donc, le patrimoine est bien souvent instrumentalisé pour défendre un projet, plutôt que défendu pour lui-même, surtout ici, lorsque finalement l'intérêt architectural du pont n'est pas évident et qu'on ne connaît pas grand-chose de précis sur ses origines. Voilà. Donc c'est la dimension politique, finalement, là, qui a été la plus forte dans le choix qui a été retenu d'un pont moderne sans référence historique. Donc au final, le patrimoine semble un petit peu avoir perdu face à la circulation. C'est notamment le cas quand on voit là cette vue du pont de la Guillotière et de ses abords. Donc là, c'est l'entrée par l'est, la fosse aux ours, où du coup, en complément de la construction du nouveau pont, on fait alors là aussi un magnifique travail d'ingénieur d'un rond-point géant avec des passages souterrains pour les piétons, pour que, en gros, ils ne puissent absolument pas traverser en surface, voilà, qui traversent en souterrain. Et puis, ils ont du coup le ravissement de pouvoir admirer un magnifique jardin paysager et végétalisé. Bon. On en pense ce qu'on veut. Mais en tout cas, on voit bien que là, la priorité est donnée davantage à la circulation qu'au rappel de l'histoire de cette partie de ville. Et d'ailleurs, finalement, ce rond-point-là, qui prend une certaine place dans l'espace, ne fait absolument pas l'objet de protestations. Voilà, bon, visiblement, ça convient à peu près à tout le monde. Il fait assez peu l'objet de protestations jusqu'à sa démolition, donc assez récente, puisqu'il a été remplacé aujourd'hui par le parking souterrain de la fosse aux ours, achevé en 2006, et finalement unanimement salué par les riverains et par la plupart des Lyonnais. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et quelques références. Alors, je ne sais pas si notre pile est en fin de vie. Alors, je sais pas si on n'aura pas droit à beaucoup de questions du coup. Y a-t-il des questions sur cette présentation en notant qu'elle rappelle quand même des sujets un petit peu récurrents, enfin, notamment les conflits entre l'État et la ville. Le point de base que vous avez rappelé, c'est quand même que ce pont, à l'origine, est le seul sur le Rhône et donc est vraiment un axe national et donc un enjeu national et qui, donc, même sous l'Ancien Régime, faisait l'objet de contestations entre les services du consulat et les services des trésoriers des finances de Lyon qui représentaient le roi. Y a-t-il des questions ou des compléments à apporter ? Bonsoir et merci. Vous avez précisé au début que, que les ponts donc, dépendaient d'une part des travaux publics, donc routiers, disons, et puis de la navigation aussi. Vous avez bien ensuite donc, développé ce qui se passait au niveau de la voirie, mais vous n'avez plus dit grand-chose sur la navigation, sur les bas-ports. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez rajouter ou...
Le but du service de la navigation, c'était essentiellement de faciliter la navigation fluviale sur le Rhône, autrement dit de vérifier si les projets de pont avaient les dimensions suffisantes pour pouvoir accueillir des navires voilà, en fonction de leur largeur et de leur hauteur. Bon. Après, les enjeux de navigation, ce n'est pas les plus présents. Ils sont surtout présents, je l'avais rappelé, sur les premiers projets dans les années 1860, où là, le service insiste bien en termes de dimensions. C'est un petit peu présent au début du XXe siècle, jusqu'aux années 1910. Mais rapidement après, le service de la navigation lâche un petit peu du lest là-dessus. Il se contente de vérifier en fait, les projets. Ouais, tout simplement parce que les enjeux de navigation fluviale sont un petit peu moins importants, je pense, à partir des années 20-30, avec le développement des transports automobiles. Et puis, à partir des années 1950, les bas-ports du Rhône se vident de la plupart de leurs activités. Et du coup, le service de la navigation s'en préoccupe pas forcément beaucoup. Merci. Ce que je peux peut-être signaler aussi, je vais vous passer le micro, c'est que depuis la publication de 1991 et l'ouvrage de 2002, donc nous avons eu une conférence en 2016 par Jacques Rossiot sur l'histoire du pont de la Guillotière, vous vous en souvenez, et qui donc complète, y compris la publication de 1991, parce que lui a pu faire des recherches d'archives. Vous vous souvenez que c'est un médiéviste spécialiste du fleuve, et donc donne des nouveaux éléments sur la datation du premier pont. Il me semblait intéressant peut-être de faire une comparaison avec ce qui peut ou a pu se passer dans d'autres villes. Et en particulier, il me vient à l'esprit le pont de Pierre à Bordeaux, qui ressemble fortement à ce qu'était l'ancien pont de la Guillotière, qui est toujours là, lui. Est-ce qu'il y a eu un débat de ce type à Bordeaux sur le pont de Pierre? Est-ce que vous savez? Bon. Son nom tout à l'heure si vous voulez, qui a travaillé sur la voirie bordelaise au 19e et 20e. Et il y a quelques-uns de ses ouvrages qui sont disponibles à la bibliothèque de la Pardieu. Donc je pense que l'information est facilement trouvable. Mais bon, à mon avis, ce genre de débat, ça s'est posé un petit peu partout. Quand est-ce qu'on a interdit aux véhicules hippomobiles de traverser dans la presqu'île? C'est hors sujet, mais c'est pour une documentation. C'est assez difficile de répondre de manière synthétique à la question. Il y a eu des règlements dès la fin du 19e siècle pour interdire les véhicules hippomobiles trop chargés dans certaines rues de la presqu'île, voilà, notamment la rue de la République. Après, l'interdiction de circulation des véhicules hippomobiles dans les rues, de mémoire autour de 1960. Bon, il faut dire qu'en gros, à partir des années 30, et mis à part la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus tellement de chevaux qui circulaient à Lyon, donc au final, le règlement n'avait pas forcément trop lieu d'être. Oui. Avec les chevaux, non, il y avait une grosse. Non, il n'y avait pas beaucoup de voitures encore. Je peux vous dire que quand j'habitais place vers la préfecture et dans ma rue entre le cours de la Liberté et le quai Victor Augagneur, il n'y avait qu'une seule voiture jusqu'à mes 13-14 ans. Et la voiture, c'était une Juve 4, c'était 6911 PG4. On voyait que ça, ça c'était l'éblouissement de la... Donc, monsieur nous donnait la plaque d'immatriculation de l'unique voiture.
Voilà, moi, je peux citer le témoignage de mon grand-père qui effectivement est né en 1907 et qui habitait Place Carnot, qui pouvait voir jusqu'à la place Bellecour, il y avait 0 voiture. Voilà. Là, il n'y avait pas de voiture. Il se souvenait du moment où il n'y avait encore aucune, on pouvait voir la rue sans voiture entre la place Carnot et la place Bellecour. Donc dans les années 1920. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou témoignages? Moi, c'est tout à fait une toute petite remarque, mais la place du Pont, elle existe bien. Il y a la place Gabriel-Péri, la place du Pont, elle est un petit peu plus loin, là où il y a la fresque des Frères Lumière, et qui est, soi-disant, je pense, à l'arrivée, là où arrivait vraiment le pont de la Guillotière. Mais elle existe bien, elle est toute petite. Hein. Ben, il y a surtout la fresque des Frères Lumière. Est-ce que vous avez connaissance dans les projets de pont des architectes Chola en 1929? C'était également un pont à X. Il existe le long de la voie ferrée, rue du Vivier, vers la route de Vienne, des tableaux qui parlent de ce projet. C'est les architectes Chola. Donc oui, j'ai vu passer leur nom dans les archives sur pas mal de projets. Après, le pont en X, route de Vienne. Ouais. Après, ces solutions de pont en X, voilà, l'ingénieur Chalumeau le présente comme quelque chose à la pointe de la modernité, une grande innovation, etc. Bon, l'idée se retrouve quand même chez plusieurs architectes et dans plusieurs villes. Donc, effectivement, ce que vous dites m'étonne pas trop. Après, non, j'ai pas eu l'occasion de voir dans les archives un tel projet pour la route de Vienne. Bon, parce que dans le cadre de ma thèse, je ne m'intéresse pas forcément à la route de Vienne. Après, c'est parfaitement crédible. Ah d'accord, un autre projet sur ce même pont, mais de la part de Chola. Oui, bien sûr. D'accord. Mmh. D'accord. Oui, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Parce que du coup, ces développements autour du projet municipal de pont en X, bon, l'ingénieur Chalumeau, d'accord, a fait son projet, mais c'était public, c'était notamment relaté dans la presse. Donc, c'est pas forcément étonnant que d'autres architectes lyonnais aient voulu tenter leur chance auprès de la municipalité en proposant une variante du projet Chalumeau. Oui. A priori, Chalumeau, parce que les premiers documents sur cette histoire de pont en X, moi j'en ai relevé en 1912, ce qui est relativement précoce. Bien, merci. L'heure tourne, donc je vous propose peut-être une ultime question et puis nous terminerons par des discussions personnelles. Excusez-moi, c'est simplement un témoignage. Au moment de la destruction du pont, j'avais à peu près 14 ans et j'avais touché mon premier appareil photo et j'ai photographié ce pont à moitié démoli. Donc, vous avez parlé de la valeur sentimentale. J'étais totalement ignorante à l'époque sur l'histoire de Lyon et j'ai ressenti le besoin de photographier ce pont qu'on démolissait. Voilà. Et malheureusement, je n'arrive pas à remettre la main sur la dite photo. Mais ça m'avait touchée qu'on démolisse ce pont. Or, j'étais totalement ignorante de l'histoire de ce pont. Voilà. Merci pour ce témoignage pour terminer. Et donc, merci à Louis Balaceroni. Et nous nous retrouvons dans un mois pour notre conférence suivante. Merci, bonne soirée.